Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Mais d'abord, les enjeux techniques de marché et un état des lieux de la situation globale de marché pour entamer cette semaine, le plan de trading de Smart Bourse. Comme chaque lundi avec les équipes d'IG, Alexandre Baradez est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Quel est l'état d'esprit en ce début de semaine? Quand on regarde un peu les différents marchés globaux, actions, taux, crédit, devises, matières premières, on a toujours le sentiment d'avoir des messages un peu différents d'un marché à l'autre. Le seul message positif, j'allais dire, qui se distingue, c'est quand même plutôt celui des marchés actions aujourd'hui, Alexandre. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on voit un thème, il y a une petite rotation quand même qui s'opère depuis quelques semaines maintenant. On voit que les valeurs de croissance sont vraiment tirées à la hausse, mais est-ce que c'est à juste titre ou pas, on va en reparler. Les cycliques sont plutôt calmes, des indices comme le Dow Jones qui sont très sensibles aux cycliques, on voit qu'ils sont plutôt sur phase de repli. En Europe aussi, on est sur des zones, à part le DAX qui accélère sur des thématiques plus techniques que fondamentales, mais il y a quand même un retour un peu en grâce de la croissance. Le Nasdaq est au plus haut depuis un an, donc ça se détache. Après, c'est vrai que si on regarde les matières premières, le pétrole est toujours à $70, donc c'est une zone qui n'est pas, on en parlera aussi par rapport au rachat de stocks stratégiques, etc. Ça peut jouer un peu, mais il n'y a pas de signaux sur le cuivre, par exemple. Les matières premières liées à la partie industrielle, la partie commerce mondial, la partie dynamique macro ne sont pas au rendez-vous à ce stade, sur les métaux industriels ou l'énergie. Alors c'est pas la dépression, mais c'est pas le signe d'une économie mondiale booming, quoi. C'est exactement ça, et du coup ça pose des questions sur les valeurs cycliques qui sont, certaines d'entre elles, assez chères à ce stade, qui étaient beaucoup moins chères il y a quelques mois, mais qui sont redevenues par rapport à des multiples relativement chers. Et si on regarde la partie obligataire, là non plus, elle n'envoie pas de signaux. On comprend bien les thèmes. Les taux très très courts américains sont très tendus, évidemment liés aux questions de plafond de la dette. Mais même si vous regardez des taux 2 ans qui sont un peu moins sensibles à ces questions-là, ils se sont quand même redressés de près de 80 points de base en l'espace de 2 semaines. Et ce, après des chiffres d'inflation aux États-Unis qui montrent qu'on a une situation toujours collante. Donc, je vais dire qui a raison ou qui a tort? Est-ce que ces marchés obligataires, que c'est un peu trop, les taux qui sont un peu trop remontés, alors qu'on commence à parler effectivement de la question de la pause de la Fed ou autre, c'est une possibilité? Ou alors est-ce que le marché se dit qu'on aura peut-être une pause, mais une pause au quiche? Moi j'aurais plutôt ce scénario-là, c'est de dire, sauf à avoir des chiffres d'inflation qui seront publiés avant la prochaine réunion de la Fed, à avoir une inflation cœur qui s'étend d'un seul coup, et là on aura une pause classique. Mais si on a une inflation cœur qui est toujours dans la zone des 5%, une pause devrait intervenir quand même, hein, mais ça ne pourra pas être une pause d'oviche, ça va être une pause au moins au quiche. Et c'est peut-être ça du coup que le segment obligataire 2 ans, 1 an est en train de pricer à ce stade. Et du coup on en revient à la partie des valeurs de croissance qui, on sait, sont quand même sensibles à ces questions de taux. Est-ce qu'elles ont été boostées par les questions de stress sur la dette? C'est typiquement le genre de sujet qui peut tirer ces valeurs-là. Mais si on regarde effectivement l'aspect purement inflation et banque centrale, en Europe, hors de question d'une pause pour l'instant. Donc, est-ce que le rallye va pas un peu vite sur la partie valeur de croissance américaine? Bon, justement, attaquons avec le Nasdaq. Oui. Alors, c'est le grand comeback du Nasdaq. Oui. Après, on le rappelle, un démarrage, un début d'année qui était un peu médiocre. Oui. On a vu quand même une réactivation très forte des valeurs de croissance, des blue chips technologiques américaines depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant, au point que le Nasdaq 100 est en hausse de plus de 20% maintenant par rapport au point bas qu'on avait en fin d'année. Oui, alors c'est que le Nasdaq 100, bon, alors je ne veux pas dire que je suis surpris de le voir sur ce niveau-là, je ne suis pas très surpris de sa bonne tenue par rapport au fait que le gros du parcours sur les taux aux États-Unis ait été vu. Donc c'est tout à fait logique de considérer, ce qui était déjà le cas il y a déjà plusieurs mois, de considérer que les points bas qu'on a touchés l'année dernière seront des points bas efficaces et ils produisent toujours leurs effets. En revanche, la partie à quelle vitesse doit-on revenir à le sommet, c'est là qu'effectivement on peut et on doit argumenter, parce qu'on voit quand même qu'il y a une grosse concentration de performance sur, et ce qu'on a déjà connu finalement par le passé, sur les méga caps en fait, hein, même pas seulement les larges, les méga caps. Et à nouveau, ça peut créer une phase un peu de distorsion où les très grosses font la tendance. Alors, les très positifs, les optimistes diront, mais tant mieux, et je partage aussi cet avis quand même, de dire, ok, là pour l'instant, c'est les gros moteurs qui sont lancés, et puis attendons que l'économie aille un peu mieux, et les moteurs larges et puis small partiront ensuite. Donc ça, c'est quand même la vision bullish, et je la partage, mais sur un horizon un peu plus lointain quand même. La vision un peu plus prudente à court terme, c'est ce qu'on vient de décrire à l'instant, c'est de considérer qu'il y a quand même des enjeux d'inflation qui ne sont pas encore réglés, que même si la Fed faisait une pause, on naviguerait toujours à des taux à plus de 5%. Et ça a toujours un effet,
ça génère tout du rendement positif fort, alternatif, donc l'alternative à court terme sur l'obligataire. Et il me semble que c'est pas les bases qu'on a tout de suite pour aller chercher un sommet. Et quand on regarde le Nasdaq, ça va, il a positionné à peu près correctement. Et moi, je le bien retomber un petit peu sur la ligne qu'on voit en dessous, le Fibo là qu'on a cassé, qui est une vraie zone. On voit très technique, à la fois zone Fibonacci, puis ensuite résistance, support, donc il y a une zone technique. Je le bien retomber un peu cette zone quand même quelque temps. Mais il y a la question de la performance de certaines valeurs individuelles. Regardez, dans cet indice-là, vous avez les semi-conducteurs, pas toutes, mais certaines. Nvidia, par exemple, ça commence à ressembler à de l'exubérance quand même. C'est-à-dire que ça a doublé, hein. Oui, on était même de 100 il y a 5 mois, on est à 300. Donc, c'est incroyable. Voilà, c'est encore plus rapide que ça. Ouais. Donc, c'est assez bluffant parce que... Il y a à la fois le fait que oui, la valeur était survendue très probablement l'année dernière, mais entre une survente et le fait de revenir à des niveaux qui sont plus adéquats avec des guidances ou autres, là on part carrément d'une phase de stress intense à un niveau de presque d'euphorie désormais, et toutes ne suivent pas. Vous avez des Intel ou autres qui n'ont pas du tout la même trajectoire. Et on sait qu'il y a encore des tensions avec les États-Unis sur les questions de semis. Donc je prends un exemple comme ça, mais ça vaut quand même 700 milliards Nvidia. Donc c'est plus une valeur anodine. Et même dans les valeurs méga cap, les Microsoft et les Apple, leur rallye est quand même particulièrement costaud. Alors vous me direz, mais oui, mais les résultats sont au rendez-vous, ce qui est vrai. Mais dans ces résultats, et là, on peut aussi faire le avec les cycliques. Moi, je pense que certaines guidances, alors pas forcément T2, mais des guidances sur l'année, certaines me semblent trop optimistes. En termes de croissance ? En termes de croissance, voilà. Les vues maintenues sur l'ensemble de l'année. L'année, c'est encore long. Il y a des signaux côté US où les indicateurs avancés, alors c'est de la soft data, on le sait très bien, mais historiquement, il y a des track records sur la soft data sur 40 ans. Quand vous avez des indicateurs avancés qui connaissent ce degré de ralentissement, dans 100% des cas jusqu'à présent, c'était un secteur de récession. Donc, si on est au-devant d'une récession, il va y avoir une phase de ralentissement de l'économie qui va être plus costaud. Ça ne peut que se voir sur le test d'entreprise. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, les guidances, peut-être un peu optimistes à ce stade, ne vont pas devoir être révisées peut-être au T2, par exemple. Et je pense que ce genre de valeurs seront dans le scope de certaines révisions un peu moins optimistes pour l'ensemble de l'année. Voilà. Même ces valeurs-là ne peuvent pas être totalement immunes à l'idée d'un ralentissement macroéconomique qui pourrait se transformer en épisode récessif à un certain stade. Oui, même si c'est technique, même si c'est que 6 mois par exemple, mais si vous avez une économie un peu stagnante ou autre, ça doit se ressentir quand même dans ces boîtes-là qui font, elles font du service, elles font du hardware aussi, mais... Un exemple aussi, est-ce que c'est un peu annonciateur de quelque chose? Mais on voit qu'en Chine, par exemple, les gros du cloud, Tencent ou autres, sont en train de se crêper le chignon à tel point que les prix baissent de 40 à 60% dans le cloud. Donc je ne dis pas que les États-Unis sont à un tel degré de concurrence entre boîtes, mais il y a quand même désormais de gros acteurs et la concurrence commence à jouer à plein. Et donc là aussi, c'était des gros moteurs pour ces valeurs-là. Est-ce qu'il n'y a pas une période où l'économie va ralentir, où l'activité va être un peu moins soutenue, et donc où la concurrence va rejouer un peu, faisant de fait baisser un peu la capacité de pricing power de ces entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'euro-dollar, du dollar notamment? Alors effectivement, il y a eu la grande baisse du dollar, hausse de l'euro. On partait de sous la parité, il faut se souvenir, à l'automne dernier. On est remonté jusqu'à 1,10, 60, 65, je crois d'ailleurs au début du mois de mai. Et puis depuis, c'est vrai qu'il y a une forme de consolidation de ce mouvement. Est-ce que c'est juste une consolidation, Alexandre, ou est-ce qu'il y a l'idée d'une tendance un peu différente, notamment sur le dollar? Là, pour le coup, je trouve, c'est l'année ce qu'on faisait. On souhaitait cette consolidation. C'est-à-dire qu'on était au-delà d'indice, on disait c'est pas trop rapide pour aller sur un 15 tout de suite. Le dollar a quand même pas mal baissé. Et on voyait justement, et le raisonnement qu'on tenait il y a quelques semaines avec vous, ça veut dire les taux, à l'époque, on était à moins de 4% sur les taux courts, notamment le 2 ans américain. On disait ça va être un peu vite quand même, l'inflation reste collante, etc. Donc on disait ce serait pas illogique, dans ce schéma d'inflation toujours un peu collante, de messages hawkish toujours véhiculés par les membres de la Fed, de dire le dollar aurait du champ pour retrouver quelques couleurs, mais effectivement, vous l'avez dit, appartenant à un phénomène de consolidation. Quand on parle de l'euro-dollar, donc une grosse hausse de l'euro-dollar, on consolide sous forme de vague un peu latéralement pendant quelques mois, et après on continue le chemin aussi. Donc moi, je suis toujours bullish moyen terme. Je considère que l'euro peut aller dans les zones de 1,15 d'abord, et 1,20, il faudra quand même que la situation géopolitique ou autre se détende plus fortement aussi. Mais sur l'aspect rythme, je vois ça comme une vague consolidante, et donc qu'il ne faudrait pas jouer trop fortement non plus ou trop longtemps. Ce qui peut la booster encore un peu à la baisse, cette vague-là, donc faire grimper un peu le dollar, c'est typiquement les questions de plafond de la dette, ce qui est paradoxal parce que ça touche les États-Unis, mais pour autant, le dollar est valeur refuge dans ce cas de figure-là parce que les rendements progressent aussi, du coup. Donc voilà, je pense que c'est ça qui peut encore garder l'euro-dollar dans ces zones sous indice. La question plutôt risk-off, plafond de dette, mais au-delà de ça, la Fed va faire une pause probablement avant la BCE, pas forcément très longtemps avant, mais va quand même le faire. Le gros du message hawkish de la Fed est quand même passé, je pense. Donc moi, je vois pas pourquoi l'euro retomberait vers la parité ou autre. Il n'y a pas de logique à ça. Il n'y aura pas de logique. On verra effectivement comment les choses se développent sur le
le front des négociations du plafond de la dette. Mais si tout le monde a en tête que le scénario, c'est quand même une sortie sans défaut, sans strict des États-Unis, je veux dire, on peut avoir un phénomène de décompression lié à une sortie par le haut, entre guillemets, des négociations sur le plafond de la dette. Déjà ça, premier phénomène, il y aura forcément une solution à un moment donné. On va passer 3 mois de situation. Le pire, effectivement, c'est quand même d'arriver au alors on peut 1er toujours juin, reporter, on peut toujours repousser encore un peu plus loin le problème. Mais de la date butoir, c'est là que ça commence vraiment à grincer, que les agences de notation aussi peuvent commencer à regarder un peu tout ça. Donc c'est la phase un peu dangereuse. Passer le 1er juin, c'est la phase dangereuse. Donc ça peut effectivement lifter le dollar jusque-là, mais comme ce sera réglé à un moment donné, le dollar ne peut plus monter ensuite parce que la Fed fera sa pause. Alors, est-ce que le message sera dovish ou hawkish accompagnant? Il sera un peu hawkish quand même, je pense, mais pas de quoi ramener, encore une fois, le facteur risk-off sera un peu mis de côté. Donc, le double phénomène, pic inflation aux États-Unis, Fed qui commence à plafonner et puis détente sur la question de la dette. Après, il n'y a pas beaucoup de facteurs de soutien au dollar purement fondamentaux. Quels sont les messages envoyés par les matières premières? Et si on prend le pétrole comme actif emblématique du secteur des matières premières, c'est ce qu'on disait, c'est pas la dépression totale quand on regarde les prix des matières premières industrielles ou énergétiques, mais c'est pas non plus booming. Non, c'est pas booming, mais alors là-dessus, là aussi, c'est un scénario qui s'est bien déroulé par rapport à ce qu'on avait prévu il y a quelques temps. On avait d'abord joué le gap sur le pétrole. C'est-à-dire qu'il y avait ce gros gap qui s'était formé après la décision de la Russie et puis ensuite de l'OPEP et OPEP+, c'est la prod. Ouais. Et on s'était dit, voilà, il y a deux critères qui, selon nous, allaient faire retomber le pétrole déjà sous les 80 et même probablement vers les 70. Déjà ce gap, mais c'est un facteur purement technique, mais le fait qu'il y ait ça, qu'il y ait une macro mondiale, et tout à l'heure vous parlez peut-être de la Chine ensemble, la macro chinoise, effectivement, n'est pas booming. Il y a le phénomène T1, mais au T2, on sent bien que ça pédale un peu dans la choucroute. Donc ce phénomène-là, l'aspect que l'industrie ne lifte pas les cours des matières premières, et ensuite l'aspect qui était que les États-Unis voulaient des niveaux proches des $70 pour refaire les stocks stratégiques. Donc c'est nos 3 arguments qu'on déployait il y a quelques semaines pour dire, attention, il y a plutôt un risque de voir les 70 que de voir les $100. On y est, on est même passé un peu en dessous. Donc on redevient à nouveau neutre sur la partie pétrole, parce que je vois pas de raison pour que ça s'effondre complètement. Désormais, que les achats stratégiques, attention, c'est un petit signal envoyé, c'est des livraisons, je crois, août, il faut que les appels d'offres se terminent. Bon, c'est des process qui sont pas hyper rapides, mais c'est quand même un petit signal prix envoyé, je trouve, sachant que l'administration américaine, les États-Unis ne paieront pas le pétrole à 70 non plus. Mais il y a quand même ce facteur, on va dire, oui, il y a un acheteur en soutien. Il y a un acheteur qui rentre. Ensuite, il y a... l'économie mondiale, elle va être un peu flat là pendant quelques temps. Donc pour moi, c'est un scénario où il n'y a pas de quoi retomber à $50, il n'y a pas de quoi non plus monter à $100. Donc un peu cette zone milieu de terrain. Mais il y a quand même un risque qu'il faudrait surveiller quand même. Moi, je serais bullish, si vous voulez, je donne mes niveaux. Bullish à partir de $76, c'est-à-dire l'ancien niveau de formation du gap, on est passé au-dessus, on passe en dessous. On reviendra sur des moyennes de prix 50 et 100 jours. Donc, au-delà de $76, on redevient bullish sur l'aspect un peu bottom comme ça du pétrole et on jouera très progressivement à la sortie de ce bottom par le haut. Mais tant qu'on n'y est pas, pour l'instant, il n'y a pas de call sur le pétrole. Et il y a toujours une observation un peu prudente quand même à ce stade. Parce que macro Chine, parce que risque plafond de la dette, parce que inflation toujours collante, dollar qui ne faiblit pas. Donc, pour moi, il y a toujours un risque d'avoir un petit peu de faiblesse sur 70. Donc, je ne suis pas baissier, mais je pense qu'il y a quelques arguments pour rester quand même à 70 quelques temps. Bon. Ce qui, pour des pays consommateurs, est plutôt un prix raisonnable. Acceptable. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre Baradez, les équipes d'IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse à 12h30. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.